Bonjour tout le monde. Le sujet de cette semaine, les probabilités, plus particulièrement les probabilités conditionnelles, ce qui est de nouveau qu'on ajoute en secondaire 4. Euh, donc, j'ai placé d'abord dans le plan de travail un document de rappel sur les probabilités. Donc, tout ce que vous avez vu là, depuis le début du secondaire concernant les probabilités, euh, les événements simples, expérience simple, expérience composée, comment calculer la probabilité d'une expérience composée où il y a deux étapes, etc. Donc, allez vous rafraîchir la mémoire en lisant ce document-là. Je vais en reparler aussi pendant la période où on va se voir, sauf que cette semaine, on se voit seulement vendredi, je pense. Fait que si pendant la semaine, vous avez des questions, vous avez besoin de me voir aussi, n'hésitez pas à me contacter. Voici le document de notes sur les probabilités conditionnelles. C'est assez technique là, la partie où on décrit comment on le calcule, mais après il y a plein d'exemples, puis vous allez voir, on va passer à travers les exemples, ça va devenir plus simple par rapport de là. Donc c'est quoi une probabilité conditionnelle? La définition est là, on appelle probabilité conditionnelle la probabilité qu'un événement B se produise, sachant que l'événement A s'est déjà produit. OK? Donc, on note P de B sachant A. Donc l'espèce de barre entre le B et le A ici, c'est sachant qu'on le lit. Donc, on dit probabilité de B sachant A. Et la probabilité conditionnelle revient donc à trouver la probabilité d'un second événement, pardon, alors qu'on sait que le premier s'est déjà produit auparavant. Euh, et ça nous ramène à notre concept que vous avez déjà vu d'événements dépendants et indépendants. C'est-à-dire que si les événements sont indépendants, la probabilité de B sachant A, ça va être la même chose que la probabilité de B. OK? Le fait que A se soit produit ou pas, ben, ça n'aura pas d'incidence puisque les événements sont indépendants. Mais si les événements sont dépendants, ben là, P de B sachant A, ça va être différent de P de B. OK? Le fait que A s'est produit va avoir modifié la probabilité de B. Il va l'avoir augmenté ou diminué, ça c'est pas sûr, ça dépend des fois, mais ça va l'avoir changé en tout cas. Et c'est pour ça que la formule, c'est celle-ci. Donc, on dit la formule pour calculer une probabilité conditionnelle, c'est euh, P de B union A divisé par P de A. OK? Essentiellement, c'est ce qu'il y a dans l'union de B et A sur la probabilité de A. Et ça implique évidemment que la probabilité de A n'est pas zéro. OK? Si l'événement qu'on sait qui est arrivé ne peut pas être un événement impossible, OK? Je peux pas dire, par exemple, quelle est la probabilité d'obtenir 6 sur mon dé, sachant que le ciel est jaune. Alors que c'est pas un événement qui s'est déjà produit, donc il faut que A soit un événement possible et qu'il se soit déjà produit. Ici, évidemment, on vous dit que les lettres peuvent changer. Là, on parle de BA, mais ça peut être deux autres événements, évidemment. Donc, ça, c'est l'aspect technique, c'est la formule, c'est le calcul, puis si tout va bien, on s'en servira jamais. OK? Parce que nous, on va faire des exemples concrets où les probabilités, les nombres de probabilités sont connus. OK? La formule, elle nous sert dans le cas où euh, les probabilités sont des nombres décimaux très longs et on est dans une situation où il n'y a pas de probabilité théorique, où c'est pas clair. Bref, si on utilise des jeux de cartes, des dés, des boules dans un boulier, on n'aura jamais besoin de passer par la formule, on peut toujours le réfléchir. C'est ce qu'on va faire, nous, à l'aide des quatre outils que je présente là dans les exemples. Donc ici, on vous dit que je peux utiliser un diagramme de Venn, un arbre de probabilité que je n'affectionne pas particulièrement, fait qu'on n'en fera pas beaucoup, un tableau à double entrée ou juste faire le calcul à l'aide des probabilités. Le diagramme de Venn, c'est vraiment la clé du succès dans ce chapitre-là. Et le tableau à double entrée, là, ces deux-là, le premier et le troisième, c'est vraiment là que ça se passe. Diagramme de Venn, tableau à double entrée, c'est pas mal nos deux amis. Donc, allons-y avec les exemples. Le premier exemple, ici, on dit qu'on s'intéresse à la probabilité de piger un roi dans un jeu de 52 cartes, sachant que la carte pigée en est une de carreau. OK? Normalement, la probabilité de piger un roi dans un jeu de cartes, c'est 4 sur 52, parce qu'il y a 4 rois sur 52 cartes. Mais là, cette probabilité-là vient de changer. OK? On s'intéresse à la probabilité de piger un roi, sachant que c'est une carte de carreau. On pourrait lire ça autrement. On pourrait lire c'est quoi la probabilité de piger un roi parmi les cartes de carreau. Mais les cartes de carreau, là, il n'y en a plus 52. Il n'y a pas 52 cartes de carreau, il y en a 13. Puis parmi les cartes de carreau, il n'y a pas 4 rois. Il y en a un. Alors la probabilité
de piger un roi, sachant que c'est une carte de carreau, c'est 1 sur 13. OK? Dans ce cas-ci, c'est pas particulièrement intéressant parce que la probabilité de piger un roi tout court dans un jeu de cartes, c'est 4 sur 52, puis ça, c'est équivalent à 1 sur 13. C'est la même affaire. Donc, la probabilité est inchangée du fait que je connais l'information que c'est une carte de carreau. Ça ne change rien à la probabilité de piger un roi. C'est quand même une chance sur 13. Mais la réflexion derrière, ça change le bassin de cartes disponibles. On était à 52, on est rendu à 13. Il y avait 4 rois disponibles, il y en a maintenant juste un. Parce que le fait qu'on sache que c'est une carte de carreau, ça restreint notre univers des possibles. Et ce sera toujours le cas pour une probabilité conditionnelle. Ça va toujours restreindre l'univers des possibles. Exemple 2, on dit voici un diagramme de Venn dans lequel on inscrit le nombre d'étudiants devant reprendre au moins un examen, soit en mathématiques, en français, en anglais. OK? Donc, le diagramme de Venn rappelle comment ça fonctionne. Vous pouvez aller voir dans le document. Mais dans le cercle rouge, c'est tous les élèves qui doivent reprendre un examen de mathématiques. Et s'ils sont dans le cercle rouge et dans le cercle mauve, ici, c'est qu'ils doivent reprendre leur examen de mathématiques et d'anglais. Et s'ils étaient dans le milieu, là, il y en a 0, mais ils devraient reprendre les 3 examens. Donc, on n'en a aucun qui doit reprendre les 3 examens. Il y en a 17 qui doivent reprendre maths et français. Il y en a 35 qui doivent reprendre seulement français. Il y en a 7 qui doivent reprendre français et anglais. Puis si on vous demandait, il y en a combien qui doivent reprendre français, peu importe si c'est avec une autre matière ou pas, il faudrait faire 35 plus 17 plus 7. OK, donc c'est comme ça que ça fonctionne un diagramme de Venn. Et là, on vous dit, on veut savoir quelle est la probabilité qu'un élève qui refait son examen de français refasse aussi son examen de maths. OK? Mais la probabilité qu'il refasse son examen de maths, ça, c'est la probabilité qu'on cherche. Ce qu'on sait, c'est qu'il refait son examen de français. Ça, c'est pas une probabilité, c'est une certitude, OK? La probabilité d'un élève qui refait son examen de français, ça, c'est sûr. On cherche la probabilité qu'il refasse son examen de maths. Donc, le fait qu'il fasse son examen de français, c'est réglé. Ça vient changer notre univers des possibles. On sait qu'on est dans cet ensemble-là maintenant. Notre résultat est là-dedans, dans la section que j'ai colorée en jaune. Tout le reste n'existe plus. Donc, notre total, c'est 35 plus 17 pour 52 plus 7, 59. Donc, ma probabilité va être sur 59. Et là-dedans, parmi les gens que j'ai colorés en jaune, il y en a combien qui doivent reprendre leur examen de maths? Il y en a 17. Donc, les chances que j'en choisisse un de ces 17-là parmi les 59 qui reprennent leur examen de français, c'est 17 sur 59. OK? Donc, encore une fois, ce que je savais comme information, le fait que c'était un élève qui refaisait son examen de français, ça me restreint mon univers des possibles. Je passais de tous les élèves à seulement ceux qui refont leur examen de français. Et parmi ceux-là, il y en a 17 qui refont aussi leur examen de maths. Donc, la chance qu'au hasard, j'en choisisse un là-dedans, ben, c'est 17 sur 59. J'ai un autre exemple avec un arbre de probabilité ici. On vous dit on met 7 billes dans une urne, il y a 4 billes vertes, 3 billes oranges. On tire 2 billes sans remise. Je vous invite encore une fois à aller voir dans le rappel avec ou sans ordre, avec ou sans remise pour les tirages à plusieurs étapes. Donc ici, il y a 7 billes dans l'urne et on en tire 2. OK? Sans remise, c'est-à-dire qu'on ne remet pas la bille qu'on a pigée dans l'urne entre les fois. On s'intéresse à la probabilité de piger une bille orange, sachant qu'on a tiré une bille verte au premier tirage. Mais là, on a tracé l'arbre des probabilités. OK, donc au premier tirage, j'avais 4 chances sur 7 de tirer une verte, 3 chances sur 7 de tirer une orange. Et si j'ai tiré une orange, ben, il m'en reste 4 chances sur 6 de tirer une verte pour le deuxième tirage et 2 sur 6. Et si j'avais pigé une verte, 3 sur 6, 3 sur 6. Donc, je peux dessiner cet arbre-là. Et là, je peux aller voir, dans le fond, c'est quoi la chance de piger une orange, sachant qu'on a tiré une verte. Ben, si je sais que j'ai tiré une verte, c'est donc que j'ai pris cette branche-là. Donc, la chance de tirer une orange, c'est 3 sur 6. OK? Avec mon arbre, je le vois directement. Si on n'avait pas eu l'arbre, on aurait pu s'en tirer quand même. Donc, imaginez que je n'ai pas ça ici. Là. Je peux quand même me dire, sachant que j'ai tiré une bille verte, mais si j'ai tiré une bille verte au premier tirage, ce qui reste dans mon sac, c'est 3 billes oranges et 3 billes vertes, parce qu'il y en a une verte de partie. Donc, la chance de tirer une orange, c'est 3 sur les 6 qui restent. Je peux juste le réfléchir, je n'ai pas besoin de l'arbre. L'arbre, ça aide à visualiser la patente. Et finalement, dernier exemple avec un tableau à double entrée. Euh, c'est l'équivalent du diagramme de Venn. Ici, là, je trouve que c'est très facile de visualiser la probabilité conditionnelle dans un tableau comme ça. Donc, on vous dit, voici une étude réalisée dans un cinéma près de chez vous. L'étude s'intéressait aux films préférés des hommes et des femmes.
les choix étaient divisés en deux catégories, les films d'amour, les films d'humour. Donc, on a les hommes, les femmes, amour, humour, ce sont nos colonnes et nos rangées. Et on voudrait connaître la probabilité si on choisit un film au hasard parmi tous ces films-là, OK? Si on choisit un type de film préféré, pardon, au hasard, ce soit un film d'amour, sachant qu'on est dans la catégorie homme. OK? Mais sachant qu'on est dans la catégorie homme, ce que ça fait, c'est que ça nous place dans cette rangée-là ici. Notre univers des possibles, maintenant, c'est seulement la rangée que j'ai colorée en rouge. OK? Parce qu'on sait que c'est un homme que choisit. Parmi les hommes, c'est quoi la probabilité de choisir un film d'amour? Puis vous pouvez toujours remplacer par parmi. Là. Ça fait quelques fois que je fais ça, mais vous pouvez faire ça quand c'est une probabilité conditionnelle. La question finalement, c'est on voudrait connaître la probabilité que le film choisi soit un film d'amour parmi les hommes. OK? Et là, juste ma ligne d'hommes, ben, j'en ai 90 en tout, puis il y en a 23 qui préfèrent les films d'amour. J'ai donc 23 chances sur 90. Si je choisis juste parmi les hommes, j'ai 23 chances sur 90 que le film choisi soit un film d'amour. Okay? C'est aussi simple que ça, c'est de restreindre votre univers des possibles. Avant de terminer la vidéo, j'ai une dernière remarque sur les diagrammes de Venn. Ça m'a fait penser à ça quand je l'ai passé tantôt. Il y a deux façons de dessiner des diagrammes de Venn. Okay? On peut inscrire dans le diagramme de Venn le nombre de résultats dans une section ou on peut inscrire les résultats en tant que tels. Okay? Alors imaginez mon diagramme de Venn tantôt. C'était un diagramme de Venn où on écrivait le nombre de résultats. 48 ici, là, c'est un nombre de personnes qui doit reprendre son examen de mathématiques. OK? Je vous donne l'autre façon qu'on pourrait faire un diagramme de Venn dans une autre situation. Imaginez que je vous dis, euh, j'ai les nombres de 1 à 12 au hasard dans un sac. Et donc ça, c'est mon univers des possibles. Puis mon diagramme de Venn, c'est deux événements. Oups, je vais le dessiner plus. C'est deux événements comme ça. Le premier événement, c'est un nombre pair. Puis le deuxième événement, c'est un nombre premier. OK? Et là, j'ai les nombres de 1 à 12 que je dois placer là-dedans. OK? Alors, les nombres de 1 à 12 qui sont pairs, c'est 2, 4, 6, 8, 10, 12. Puis les nombres qui sont premiers, c'est 2, 3, 5, 7, 11. 2, 3, 5, 7, 11. Donc, 2 est dans les deux. Et là, ici, ce que je pourrais venir placer dans mon diagramme de Venn, ce sont les résultats en tant que tels. OK? Je pourrais venir placer mon 2 ici parce qu'il est dans les deux. Ici, j'aurais 4, 6, 8, 10, 12. Quand il y a un petit point comme ça devant les nombres, c'est pour montrer que c'est l'élément 10. OK? C'est la réponse ou c'est le résultat 10 qui est dans cette section-là du diagramme de Venn. Ça ne veut pas dire qu'il y a deux éléments ici. Là. Ça veut dire que l'élément 2 se retrouve là. OK? Donc, nuance. Bon, ici, je pense que c'est clair parce qu'il y en a plusieurs, là, à moins qu'on pense qu'on peut additionner 8 plus 4 plus 6 plus 10 plus 12 pour savoir il y en a combien des paires. On pourrait avoir envie de faire ça, mais ça serait bizarre. Normalement, on écrirait juste le chiffre là. Sauf que quand il y en a juste un, comme dans le milieu, le 2 ici, ben, ça devient mêlant. Là. Donc, c'est pas le même 2 que si tantôt il y avait eu un 2 dans notre autre exemple. OK? Dans l'autre exemple, s'il y avait eu un 2 au milieu, ça aurait voulu dire que deux personnes devaient reprendre leurs trois examens. Ici, ça ne veut pas dire qu'il y a deux résultats qui sont à la fois pair et premier. Ça veut dire qu'il y en a un seul et que ce résultat-là, c'est 2 comme résultat. Okay? Donc, c'est les deux façons de dessiner le diagramme de Venn. Il faut juste faire attention dans laquelle on se trouve quand on fait notre problème. Là, vous allez voir, il n'y a pas beaucoup d'exercices cette semaine. C'est tranquille ce qui est à remettre. Je vais publier en début de semaine des exercices supplémentaires s'il y en a qui veulent se pratiquer un petit peu plus. Mais ce qui est à remettre, c'est vraiment juste ce que j'ai mis dans le plan de travail. Donc voilà.